Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au très attendu livre de Timothy Zahn, Tron Treason. Je suis Jeff et pour discuter du livre, je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Jeff, ça va bien? Ça va bien toi? Numéro 1 avec un bon livre comme ça. Alright. Alors, quoi de neuf côté Star Wars pour toi dernièrement? Écoute, pas pire actif côté Star Wars dernièrement, même limite hyper actif. Là, pourtant, j'ai jamais pris de Ritalin, là, mais j'avais la lecture de Tron Alliance, comme j'ai mentionné dans notre émission précédente, donc Tron Alliance en français, histoire de bien me remémorer tous les petits détails, les références qu'on allait retrouver dans Treason. Et évidemment, par après, l'écoute là, de l'audiobook de Tron Treason pour l'émission d'aujourd'hui. Bon, comme à l'habitude, moi je suis sur la lecture des comics, même si je trouve que la période actuelle est un petit peu pauvre ou tranquille dans le sens où on est rendu avec juste 2 séries ongoing. Tu sais, il nous reste juste Dr. Aphra et Star Wars, alors qu'un bout de temps on en avait 4. On avait Vader, puis on avait Poe Dameron aussi. C'est sûr que là on a les Age of blablabla, là cette fois c'est Age of Resistance. Mais tu sais, c'est toutes des one-shots si on peut dire, donc je sais pas, là, moi, ça me laisse sous mon appétit un peu. Sinon... C'est parce que des one-shots, ça donne pas la possibilité vraiment de développer l'histoire. Ben non, c'est ça, nécessairement, faut que ce soit un petit détail, puis ils ont réussi à en faire quelques-unes intéressantes, là, mais en tout cas, je peux pas dire... Moi, déjà, quand ils ont annoncé le concept, là, l'an passé, j'étais loin d'être un gros fan de l'idée. Fait que c'est ça. Il y en a quelques-unes intéressantes, mais globalement... en tout cas, ça sera pas mes préférés. Sinon, en famille, je suis sur la réécoute de Clone Wars depuis un certain temps et ça a donné la semaine dernière que le jour même où j'ai écouté l'émission de Star Wars en direct produite par nos collègues français sur l'arc des Sœurs de la Nuit, donc le plus récent épisode de Star Wars en direct, ben, ça a donné que le soir même, quand j'ai ouvert la télé pour mettre des Clone Wars, on était rendu exactement à cet arc-là. Et voilà. Je sais pas, là, honnêtement, comment ça... Mais bref, ça a juste bien fait, là. Par contre, je doute d'être capable d'attendre chaque épisode de Star Wars en direct, là, pour continuer la série. Mais en tout cas, c'est ça. Bref, je voulais souligner que c'est une très bonne émission. J'ai bien aimé le retour des émissions sur la série Clone Wars. Sinon, en fait, j'ai commencé à travailler sur 2 projets Star Wars en direct à venir. Donc, une émission spéciale avec notre collaborateur Malgus, qui demandait quand même un certain travail de recherche. Donc, c'est sûr, ça m'a pris un peu de temps. Et probablement à venir d'ici l'automne, là, après les vacances de chacun. Et un autre projet qu'on garde pour l'instant top secret, mais qui demande aussi quand même pas mal de temps. Donc, j'ai décidé d'attaquer ça en fin de semaine. Pour une date de diffusion inconnue pour l'instant, parce que c'est dur à dire quand est-ce qu'on va être prêt à lancer ça. Mais c'est ça pour mon WhatsApp, fait que bref, ça a été 2 semaines pas pire actives. Et de ton côté, Jean-François, quoi de neuf côté Star Wars? Moi, pas grand-chose depuis la dernière émission. Moi, c'est Star Wars en direct, Star Wars en direct, Star Wars en direct. Ça fait genre 5 semaines en ligne là, qu'on enregistre. Ouais, effectivement. Par rapport à ça, pas grand-chose. Je tombe en vacances ce vendredi, donc la semaine prochaine, j'espère pouvoir me rattraper un peu côté lecture BD. Sinon, c'est assez tranquille, malheureusement. Avec le travail et tout, j'ai pas eu vraiment le temps de faire quoi que ce soit côté Star Wars cette semaine. Ben là, Jeff, si ton travail nuit à ton Star Wars, là, il va falloir que tu trouves une autre job. Là. Ouais, il va falloir que je change de job là, parce que c'est comme tu dis, ça nuit à ma passion. Ça m'empêche de vivre ma passion pleinement. C'est
On va en profiter pour vous rappeler nos émissions les plus récentes. On a le Star Wars 171 qui a été enregistré la semaine dernière live, qui était une émission dédiée aux plus récentes nouvelles Star Wars. Et on a aussi notre Star Wars littérature numéro 35, qui est notre critique du livre Alphabet Squadron. Et aussi, on va juste vous rappeler que vous pouvez joindre notre communauté de fans et d'auditeurs ainsi que participer à nos enregistrements live. Donc, vous avez juste à vous joindre à notre serveur sur Discord. Et puis, vous pouvez aussi montrer vos couleurs en vous dirigeant à la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts et produits dérivés qui vont venir bientôt. Donc, la boutique est sur starwars.direct, section boutique. Et nous allons en profiter pour remercier nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Sitclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et bien, sur ce, nous allons aller en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Notre sujet ce soir est bien sûr le livre de Timothy Zahn, Tron Treason. Mais juste avant d'attaquer le livre, Francis, tu m'avisais qu'il y avait 3 petites nouvelles que tu voulais aborder. Ouais, rapidement, côté actualité, littérature, c'est assez riche quand même ces temps-ci. Aux États-Unis, on a la sortie de 2 livres en 2 semaines. Les 2 reliés au nouveau parc au pluriel là, de Disney Galaxy's Edge. Le premier s'intitule A Crash of Fate de Zoraida Cordova. Donc c'est un roman young adult. Et notre collaboratrice Cécilie en a débuté la lecture, je crois aujourd'hui même ou hier. Bref, on va pouvoir vous parler de ça dans une émission à venir. Et second roman aux États-Unis, celui-là c'était la semaine suivante, s'intitule Myth and Fable, donc des mythes et des fables, de George Mann. C'est un recueil de nouvelles dans le style des oui-dire, là, des raconteurs, un peu comme les légendes de Luke Skywalker qu'on avait eu l'an dernier, ou il y a 2 ans. Par contre, cette fois-ci, les critiques que j'ai lues jusqu'à maintenant sont très positives. Donc, contrairement aux légendes de Luke, là, que personnellement j'avais détesté. C'était assez mauvais, merci. C'était plutôt pénible. Mais bref, c'est ça, celui-là, apparemment qu'il vaudrait plus le détour. Donc, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Ça aussi, c'est classé Young Adult, là, donc ça reste à voir. Et de l'autre côté de l'Atlantique, côté France, on a aujourd'hui, bref, cette semaine, on a la sortie de Han Solo, Cadet Impérial, donc l'album chez Panini. C'est une série de comics que personnellement j'avais pas détesté et que malgré le peu de temps de vie que ça a déjà pas pire vieilli parce qu'on a quand même 3 personnages introduits là-dedans qui ont été qu'on a retrouvés dans d'autres séries. Donc on a 2 pilotes de taille qu'on a retrouvés dans la série TIE Fighter dont on a un peu discuté toi et moi là, lors de l'épisode de Alphabet Squadron. Et on a un personnage réintroduit à partir des légendes, donc il s'appelle Valence, si je me trompe pas. Et c'est ça, c'est un personnage des légendes là, qui avait eu quand même beaucoup de chroniques et qui est de retour dans le canon. Et qui est même de retour, là il était dans Han Solo. Mais depuis le mois de juin, je pense, il y a sa propre série de comics qui s'appelle Target Vader. Et que après un numéro, je trouve que ça s'annonce très bien quand même. Il fait équipe là, avec Dengar, entre autres. Fait que c'est ça. Bref, je trouvais que pour un petit comics, là, produit dérivé du film Solo, c'est quand même des belles petites surprises. Et personnellement, j'ai préféré celui-là à l'autre dérivé de Solo là, qui était sur Lando. Donc, et le one-shot aussi qu'il y avait eu sur Beckett, qui était vraiment oubliable. Fait que bref, c'est ça, je vous le conseille. Han Solo, Cadet Impérial, une bonne petite série disponible cette semaine chez Panini. Ouais, excellent. Puis je crois que le prochain roman officiel qui est Black Spire sort exactement dans 2 semaines. Ouais, là vraiment un roman adulte, lui aussi par rapport au parc de Galaxy's Edge. Mais celui-là a peut-être un peu plus de lien avec l'univers Star Wars dans la mesure où on retrouve 2 personnages qu'on a déjà vus dans Phasma, dans le roman de Phasma, donc l'espionne rebelle dont j'oublie le nom, et le capitaine, j'allais dire impérial, mais le capitaine du premier ordre en rouge, là, capitaine cardinal.
Donc, ça va être bien intéressant de retrouver ces deux personnages-là qui avaient vraiment... tu sais, le livre s'appelait Phasma, mais on s'entend que c'était plus... Ouais, en tout cas, ça tournait plus autour de ces deux personnages-là que de Phasma. Donc, j'ai bien hâte de lire ça. Ouais, puis l'espion que tu parlais, c'est Vi Moradi. Vi Moradi, exactement. Une espionne de Leia, donc pour la Résistance. Excellent. Alors, sans plus tarder, nous allons attaquer notre sujet qui est Tron Treason, dernier livre d'une trilogie qui a commencé avec le roman Tron et ensuite Tron Alliance qui est paru l'année dernière. Donc, on va y aller avec le synopsis qui est comme suit. Ça commence avec « Si je devais servir l'Empire, c'est vous qui décideriez de mon allégeance. » Donc ça, c'est Tron qui disait ça à Palpatine. Telle fut la promesse du grand amiral Tron à l'empereur Palpatine lors de leur première rencontre. Depuis lors, Tron est devenu l'un des outils les plus efficaces de l'Empire, poursuivant ses ennemis jusqu'aux frontières connues de la galaxie. Mais aussi vif que soit Tron, l'empereur rêve de quelque chose de bien plus destructeur. Aujourd'hui, alors que le programme des TIE Defenders de Tron est arrêté au profit du projet secret de l'Étoile de la Mort de Krennic et réalise que l'équilibre du pouvoir au sein de l'Empire est mesuré bien plus que par la perspicacité militaire ou l'efficacité tactique. Même l'être le plus intelligent peut difficilement rivaliser avec le pouvoir d'annihiler les planètes entières. Alors que Tron travaille à assurer sa place au sein de la hiérarchie impériale, son ancien protégé Eli Vento revient porteur d'un sinistre avertissement à propos du monde natal de Tron. Sa maîtrise de la stratégie doit guider Tron lors d'un choix impossible, son devoir envers l'ascendance Chiss ou sa loyauté envers l'Empire qu'il a juré de servir, même si le bon choix est synonyme de trahison. Alors, ce que j'aime bien, c'est que le synopsis n'en dévoile pas trop sur l'histoire, ce qui est quand même bien parce que ça garde la surprise, contrairement à d'autres livres que le synopsis ruine tout. Ouais, effectivement. Donc, on va remercier Star Wars Universe pour la traduction de ce synopsis et nous allons y aller avec nos critiques sans spoilers. Donc, juste pour aviser ceux qui nous écoutent live en ce moment, nous allons faire une critique sans spoilers du livre et ensuite nous allons aller plus en détail sur certains points ou certaines portions de l'histoire que nous voulons discuter et à ce moment-là, nous allons aller en territoire spoilers. Donc, juste vous avertir, si vous ne voulez pas avoir l'histoire, si vous voulez garder la surprise quand vous voulez lire vous-même, je vous conseille, là, après nos critiques, soit d'arrêter l'enregistrement et venir nous réécouter une fois que vous aurez lu le livre Tron Treason. Alors, Francis, je vais te laisser commencer avec ta critique pour Tron Treason. Oui, pas mal de stock pour ce livre-là. Je commencerai par dire, tu l'as mentionné un peu en présentation, c'est le 3e livre de Timothy Zahn du canon, c'est le 3e sur 30, mais contrairement à ce que j'ai entendu beaucoup, puis tu vois, tu viens de le dire, c'est pas nécessairement tant une trilogie qu'une série de livres. Tu sais, c'est pas volume 1, volume 2, volume 3 et planifié puis organisé comme une trilogie, un peu comme Riposte ou Alphabet Squadron plus récemment, où est-ce que le premier tome c'est une grosse introduction puis le 3e c'est une grosse conclusion. Là, c'est pas ça du tout, c'est vraiment une série. Là, on est rendu au 3e, puis Zahn a déjà affirmé en entrevue qu'il a déjà son scénario en tête pour un 4e, que c'est en attente du feu vert de Lucasfilm. Donc, c'est ça, faut pas que les gens non plus s'attendent à vraiment une conclusion d'un arc là, de 3 romans là, sur 30. Je pense qu'il faut plus voir ça comme une longue série, puis personnellement, j'espère qu'elle sera la plus longue possible, parce que je suis vraiment fan. Oui, parce que... Ouais, c'est ça. C'est un des personnages les plus intéressants de l'univers Star Wars. Ben, c'est ça, c'est que là, c'est que non seulement on a un personnage les plus intéressants, mais on a un auteur de la plus grande qualité, là, tu sais. Là, c'est sur 30, mais chaque fois qu'il écrit, ça coule tout seul, ça se lit bien, la qualité est là. En tout cas, j'y reviendrai plus tard sur Zahn, là, mais moi, je suis vraiment un grand fan. Pour revenir à Tron Treason, on va mentionner que ça se passe cette fois-ci au niveau chronologique, ça se passe pendant les 4 épisodes de la série Rebels, où est-ce que Tron est absent de la série sur Lothal.
Donc, il confie la direction. Lors de la quatrième... Ouais, excuse, je voulais juste ajouter lors de la 4e saison. Exactement, donc dans la saison finale, puis vers la fin de la saison, là, dans le fond, il confie la direction des opérations sur l'hôtel à la gouverneure Price. Donc, on revit d'ailleurs dans le roman la conversation où est-ce que Tarkin avertit Thrawn que Krennic est en train de détourner les crédits, le financement pour son projet TIE Defender. Donc, c'est une scène qu'on avait carrément dans la série, là, qu'on retrouve là, dans le roman. Dans le fond, c'est ça, Tarkin lui propose une conférence, si on peut dire, un arbitrage là, avec Krennic, lui, puis l'empereur. Donc, Thrawn mentionne par après que c'est certain que les rebelles vont sans doute en profiter de son absence pour faire évader Hera Syndulla, qui a été capturée là, à ce moment-là, mais que le projet du TIE Defender est tellement important que ça en vaut la peine là, à plus long terme. Je reviens tout de suite sur Timothy Zahn. Timothy Zahn, c'est vraiment un obsédé de la logique, du rationnel, etc. Je me rappelle même d'une entrevue où il avait, comment dire, sans insulter, il avait pas été très tendre envers J.J. Abrams, qui considérait que c'était tout l'inverse de lui, là. Que ça partait un peu dans tous les sens, puis que tu faisais juste te demander, mais pourquoi? Donc, c'est ça. Une des caractéristiques fondamentales avec Timothy Zahn dans ses œuvres, c'est que tout s'explique tôt ou tard. Donc là, on est d'une situation où son personnage, sa création d'ailleurs, on le rappelle, là, Thrawn, c'est vraiment son bébé. Le bébé a été emprunté par Dave Filoni pour la série Star Wars Rebels. Puis même si la personnification était quand même globalement très bien, il y avait quand même quelques petits détails, quelques petits moments où on se disait il me semble que c'est pas vraiment le genre de Thrawn de faire ci ou de faire ça. Et donc, c'est sûr que ça restait un vilain de série télé pour plus jeunes, là, pour enfants, ou en tout cas. Mais c'est ça, donc grâce à Thrawn Alliance, puis maintenant avec Thrawn Treason, Zahn corrige, là, si on peut dire, ces petits accros-là. Il amène des explications bien trouvées que j'ai bien appréciées. Puis déjà que Thrawn Alliance s'inscrivait parfaitement entre la saison 3 et la saison 4 de Rebels, tout de suite après j'allais dire la victoire-défaite là, sur Atolon, puis le développement du TIE Defender. Là, Treason, c'est vraiment un parfait tie-in à la saison finale de Rebels. Ça se connecte parfaitement, puis ça donne vraiment envie de réécouter là, au moins la saison 4. Moi, personnellement, ça m'a vraiment donné envie de retourner voir ce qui se passe tout de suite avant et tout de suite après. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus, 100%. J'ai beaucoup aimé les personnages dans ce livre-là. Donc Thrawn, évidemment, là, mais aussi on note le grand retour de Eli Vento. Donc le bras droit de Thrawn qui était parti rejoindre l'ascendance Chiss à la fin du premier volume. On a le retour aussi de la Commodore Karine Farrow, donc qui est présente elle aussi depuis le premier volume, elle était dans le deuxième aussi. On a la dynamique Tarkin et Krennic qui est vraiment très réussie. Là. On les imagine, là, on se croirait dans Rogue One. J'ai trouvé que c'était vraiment parfait. Surtout Krennic, là, la façon que Zahn l'écrit, là, c'est vraiment le Krennic de Rogue One. Ouais, exact. L'amiral Savit aussi, donc Balanhe Savit. Bon, moi je l'ai surnommé Sean Connery, là, parce que en version audio, vraiment, là, on se serait cru dans un vieux James Bond. Ouais. Mais tu imagines qu'il parle, qu'il est en train de flatter un chat, là, genre, là. Ouais, non, ça c'était Dr. No, mais je sais que c'était pas Sean Connery, là, mais je sais pas, moi je le voyais de même, là. Ouais, non, mais plus un Sean Connery plus âgé, là, tu sais, un Sean Connery dans les années 90, là, mettons dans Le Rocher ou des films comme ça, là. Ah ouais. En tout cas, bref, Savit, c'est le grand amiral de la 3e flotte et son vaisseau amiral, c'est le Fire Drake. Donc, c'est sur le Fire Drake que doit se dérouler la conférence mentionnée plus tôt là, entre Tarkin, Krennic, Thrawn et l'Empereur. Donc, c'est là qu'il est introduit. Il va revenir plus tard. Je m'étais noté d'un personnage aussi, l'agent infiltré du BSI. Que j'ai vraiment trouvé très cool. On a j'ai pas tant de comparatifs parce que c'est pas un agent, c'est vraiment un bon agent infiltré qu'on voit pas venir là, que c'est un agent infiltré. C'est pas un espion à la James Bond là, qui est pas subtil puis qui donne son nom en arrivant.
Donc, non, ça par contre, son nom m'échappe, là. Je m'étais noté ensuite Brayley Ronan, donc un nouveau personnage, l'assistant personnel de Krennic. J'ai noté qu'il était peut-être trop présent là, dans le livre, personnellement à mon avis, mais j'ai trouvé quand même, quand je dis trop présent, c'est au point de me taper ses nerfs, mais malgré tout, je l'ai trouvé très intéressant, son évolution au fil du roman, là. Ce qui lui arrive pis tout ça. Ouais. Évidemment, on y reviendra en spoilers. Et en dernier lieu, l'amiral Chiss, là, Aralani, je le prononce sûrement mal, là, mais bon, je suis jamais allé. Non, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle est prononcée dans l'audiobook. Bon, ben c'est bon, je suis rendu bilingue Chiss français. Mais voilà. C'est ça, bref, parce qu'elle est beaucoup plus présente, là, on l'avait juste vu apparaître vite dans le premier, même que je me demande. Ouais, à la fin. Ouais, c'est ça. Mais, et justement, pour rester sur les personnages, c'est sans doute sur les 3 volumes, celui qui est moins centré sur Thrawn. J'ai l'impression que c'est le volume sur les 3 là, que Thrawn est probablement le moins présent de tous les 3 livres. Ça n'empêche pas là, que c'est excellent, là, puis que sa présence est excellente. Mais c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de développement de personnages autres. C'est sûr que dans le premier, il y avait Arinda Pryce, là, qui était très présente quand même. Mais je sais pas, j'ai trouvé que celui-là, c'était quasiment plus l'histoire des autres personnages que l'histoire de Thrawn. Ouais, ben c'est ça, parce que le premier volume, c'était vraiment comment que ça expliquait comment Thrawn a joint l'Empire et comment il a monté les rangs de l'Empire. Donc c'était vraiment centré, je dirais, à 90% sur lui. Puis comme tu dis, l'autre personnage principal à ce moment-là, c'était le gouverneur Pryce, qui était pas gouverneur à ce moment-là. Le deuxième livre, il est très présent parce que vu que le livre est divisé en 2 histoires, donc il est là avec Anakin, puis ensuite il est là avec Vader. Puis le troisième livre, c'est ça, c'est dans le fond ce que Zahn il fait, c'est qu'il rattache tous les bouts d'histoire qu'il y a dans les 2 premiers volumes. Fait que tous les personnages qui sont dans les 2 premiers volumes réapparaissent, sauf Pryce est mentionné brièvement. Là. Ils réapparaissent dans ce livre-là, mais en plus ils rajoutent des nouveaux personnages. Donc, mais il a bien balancé ça quand même. Je trouve qu'il a très bien balancé les nouveaux personnages avec ceux qui étaient déjà existants. Là. Ben c'est ça, tu sais, tu te sens pas ni perdu, ni en terrain 100% connu. Fait que, tu sais, ça aurait été facile là, quand même, t'as Krennic dans l'histoire, t'as Tarkin, etc. Mais, tu sais, c'est ça, au lieu de nous mettre Krennic tout le long, ce qui aurait moyennement fait du sens, ben là, on a son assistant. Bref, effectivement, c'est super bien balancé. Je m'étais noté plusieurs surprises au cours du récit, entre autres l'identité du voleur. Bon, on l'a pas mentionné, mais c'est ça, Thrawn, sa mission, c'est de dénicher un traître ou un voleur. Personnellement, j'ai vraiment pas vu venir que c'était lui. Fait que c'était un peu comme un Agatha Christie, là, mais en même temps, en y repensant, il y avait pas beaucoup d'indices que ça pouvait être lui, mais bref, c'est ça. J'ai quand même été surpris. Je me suis noté la découverte des Chiss beaucoup, donc leur culture, leur technologie, etc. Évidemment, on les avait entrecroisés un peu jusqu'ici, mais là, on a vraiment, là, on pousse ça beaucoup plus loin. Ils sont très présents au cours de ce roman-là. On creuse un peu aussi les Grisks, donc la grande menace là, des régions inconnues, mais quand même beaucoup moins que les Chiss. On les creuse plus que dans le deuxième, mais pas autant que les Chiss là, où ils sont vraiment très présents dans ce livre-là. Dernier point là, positif, là, mais on va dire léger au niveau... à chaque critique, j'essaie de parler d'aspect matériel, donc une couverture intéressante cette fois-ci quand même. Même si je préférerais de très loin l'exclusivité là, du San Diego Comic-Con, où est-ce qu'on voit Thrawn assis sur un genre de trône là, à la Palpatine un peu, là, avec une trolley de Chiss derrière lui. Là. Fait que, mais bon, je doute qu'on ait... Ah, effectivement, c'est exactement ce que tu as mis en ligne, mais je la trouve tellement belle, là, si seulement je pouvais mettre la main sur un exemplaire de celle-là. Fait que, écoute, elle est tellement belle, puis si tu remarques, là,
toutes les Chiss regardent en avant, sauf Aralani. Aralani, que elle regarde Tron. C'est vraiment hot, la couverture est vraiment trop bonne. Ouais, puis ça fait une référence, on va en parler en spoilers, là, mais je l'ai noté un peu plus loin, effectivement, cette relation-là entre les deux. Fait que côté négatif, bon, ça s'applique pas au format papier, mais je m'étais noté les voix de l'audio. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé cette fois-ci avec la production, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Personnellement, j'ai eu beaucoup de misère cette fois-ci. J'ai noté entre autres les voix féminines que honnêtement, il y en a, fallait savoir que c'était des femmes. Pourtant, ben évidemment, c'est majoritairement un homme qui fait des voix de femmes d'habitude, là, mais cette fois-ci, vraiment, ça accrochait. Écoute, au point où celui-là, je le conseillerais vraiment plus format papier que format audiobook. Il y a même un moment, c'est une discussion entre plusieurs personnages relativement secondaires qu'on reverra pas par après. Bon, il y a Eli Vento qui est présent, là, qu'on connaît bien sa voix du premier Tron, mais c'est ça, les autres personnages, là, quand ils interagissent, là, je veux dire, tu te perds complètement, là, ok, c'est qui parle, puis c'est en tout cas, bref, c'est ça, j'ai un peu, ça sera pas mon meilleur audiobook, mais bon, je précise là, que ça, pour ceux qui vont le prendre en version papier, ça change strictement rien, papier ou sur une tablette, là, mais c'est ça, c'est vraiment juste pour l'audiobook. Moi, je m'étais noté peut-être un marketing un peu trompeur, peut-être pas autant qu'il y en a eu d'autres par le passé, là, je pense entre autres au premier riposte, là. Mais c'est que ça a été présenté comme une trahison de Thrawn. Tu l'as lu un peu tantôt dans le synopsis, où est-ce que Thrawn va devoir faire un choix difficile entre l'Empire et l'ascendance Chiss. Et au final, j'ai pas eu l'impression que c'était tant ça. En tout cas, c'est pas un choix qui se trouve à vraiment faire. C'est seulement que le thème de la trahison est omniprésent là, dans ce livre-là, mais c'est pour plusieurs personnages, pas juste Thrawn, donc c'est ça. Comment ça avait été présenté au public, ce livre-là, je sais pas, je m'attendais à autre chose. Mais bon, ça encore une fois, c'est le côté marketing, donc si vous n'aviez pas eu conscience, c'est pas grave du tout. Fait que bref, j'ai bien apprécié ce roman-là. Pour faire absolument des comparaisons, je l'ai préféré au second, Alliance, mais pas au premier, Thrawn. Ça se lirait quand même assez bien sans avoir lu les deux premiers, même sans avoir lu la série Rebels, mais c'est tellement bien connecté, comme je disais tantôt, il y a tellement de liens, de références que passez pas à côté de cette richesse-là d'avoir déjà lu les deux autres. Donc lisez les deux premiers, prenez la série Rebels, au moins jusqu'aux épisodes là, dont on parlait à la fin, puis attaquez Tron Treason, vous allez voir, c'est un bijou de connectivité ensemble. C'est vraiment un très bon roman. À titre comparatif, j'avais donné un 100%, la note parfaite au premier Tron. Personnellement, j'avais trouvé que c'était la perfection. Cette fois-ci, pour l'histoire, pour la qualité d'écriture, la plus-value aussi ajoutée à l'univers Star Wars, puis évidemment pour le divertissement, j'y donne un excellent 90%, fait qu'un 18 sur 20. Fait que peut-être pas au niveau du premier, mais bien meilleur que le deuxième. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alright, excellent. Ok, ben je vais y aller, moi, avec à ce moment-là, avec ma critique. Donc, première chose, comme tu as mentionné, les couvertures. Moi, je trouve que la première couverture est un peu trompeuse. Tu parlais de marketing qui était un peu... qu'on joue un peu avec le marketing. Je trouve que la première couverture, c'est ce qu'elle laisse... ouais, ben c'est ça, on a... prévoir, là, tu sais. Ça s'appelle Trahison, pis t'as l'empereur en arrière qui a de l'air en maudit. Ouais, c'est ça. Fait que tu t'attends à ce que, tu sais, il arrive de quoi que Tron trahit l'Empire. Mais non, c'est pas vraiment le cas. Donc, la couverture est trompeuse. Par contre, la couverture exclusive du Comic-Con de San Diego, comme tu as mentionné, elle est superbe. J'adore cette couverture-là. C'est plate que les couvertures exclusives qu'ils ont dernièrement sont beaucoup plus belles que les couvertures régulières. C'est dommage parce que les livres exclusifs sont très difficiles à trouver. Ouais, ben donc, tu vois, on avait dit l'inverse par contre pour celle-là sur Amidala, là, Queen's Shadow. Ah oui, c'est vrai. Où est-ce que la couverture exclusive était assez moyenne, en fait. Ouais, mais c'est que le Master and Apprentice
Ouais, c'est lui qui a l'autre, la couverture qui était vraiment très belle. Ouais, exact. Ensuite, c'est Timothy Zahn, hein, c'est du Timothy Zahn. Timothy Zahn, on le connaît, ça fait 25 ans, 26 ans qu'il écrit des livres Star Wars. Donc, il connaît Star Wars, il connaît l'univers, même si l'univers canon qu'on a en ce moment est un peu différent de l'univers légende. Écoute, il s'est adapté parfaitement. Sa façon d'écrire, sa façon de décrire les choses, comme tu dis, tous ces points, tout ce qui se passe a une explication à la fin. Même si t'es pas trop sûr ce qui se passe au moment que les personnages parlent ou au moment qu'une scène se déroule, tu vas finir par comprendre un peu plus loin. C'est vraiment un point que beaucoup d'auteurs, je trouve, ont un peu de difficulté avec. Donc, c'est à son avantage totalement. Ensuite, ce que j'ai aimé, tu l'as mentionné, c'est que le livre, c'est un livre de Tron, mais il est là, je veux dire, c'est lui le personnage principal. Mais j'ai trouvé cette fois-ci que c'était les autres personnages qui étaient plus intéressants que Tron. Je penserais jamais que j'allais dire ça, parce que j'adore Tron. Mais je trouvais que Tron, tu sais, dans ce livre-là, à cause de tout ce qui se passe puis qu'est-ce qu'il découvre, j'étais là, ok, ben c'est le Tron qu'on connaît, il est capable de prédire ce qui se passe, il a tout le temps une façon de contrer, là, tu penses qu'il est en désavantage, mais il réussit toujours à contrer l'ennemi ou l'adversaire, quoi que ce soit autant du côté de l'Empire que du côté des Grisks ou du côté des Chiss. Il a tout le temps une réponse à tout. Donc, je sais pas, je trouvais que les autres personnages comme Eli Vento, l'amiral Savi, Sean Connery, là, aussi même Tarkin puis Krennic, le peu de temps qu'ils sont là, la façon surtout que Tron les écrit, ils avaient parfaitement. Donc, je trouvais que les autres personnages étaient beaucoup plus intéressants. Je veux pas trop aller en spoilers, mais ce que je peux dire, c'est que je suis content. Il y a une certaine résolution à l'histoire. Là. Dans le fond, le livre est quand même comme tu disais, c'est comme 3 histoires séparées qui sont pas nécessairement en continu, comme, mettons, la première trilogie de Tron qui a été écrite. Il y a quand même une certaine conclusion pour des personnages. Donc, je suis content pour la conclusion. On va en parler un peu plus tard, mais ce qui arrive à Eli Vento, ce qui arrive à Faro. Donc ça, j'ai bien aimé la façon que Zahn a terminé, conclu leur histoire. Même je suis certain qu'on va les voir dans d'autres livres plus tard. Si on revient sur les Grisks, qui est comme la grosse menace du livre, je trouve que j'ai encore un peu de difficulté avec les Grisks. Ça, c'est peut-être mon point négatif. Je trouve que c'est comme les Yuuzhan Vong, pour ceux qui connaissent Légende. Moins menaçant. Je sais pas si t'as lu le Nouvel Ordre Jedi, Francis. Non. Non, ok. Donc, les Yuuzhan Vong, c'était un ennemi qui venait d'une autre galaxie. Il était la Force, il était comme invincible face à la Force et tout. Donc, on sentait vraiment un réel danger. Les Grisks, tu sais, on a vraiment ce sentiment-là que c'est comme le gros ennemi des régions inconnues, puis qui sont toutes préparées, mais ils utilisent la même technologie. Ils utilisent, tu sais, ils ont pas quelque chose de spécial, je trouve, qui est distinct vraiment qui fait vraiment que c'est une grosse menace. Ben, moi, je dirais à la galaxie. La grosse différence, c'est dans l'agressivité. Comme tu dis, ils se préparent, etc. Il y a quand même quelques surprises technologiques, là, mais c'est ça, c'est qu'ils sont pas en ce moment en mode conquête, agressivité, etc. Fait que la menace, c'est comme une interprétation qu'on doit faire et non une constatation. Là. Ouais, puis les Grisks comme le groupe de Grisks qu'on voit dans le livre, c'est pas la grosse armée des Grisks, c'est seulement comme une certaine division, si on peut dire. On sent qu'il y a encore cette grosse menace-là qui est encore à l'externe. Puis j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard. T'sais, ça laisse sous-entendre que ça a peut-être un lien avec la nouvelle trilogie de films. Puis il y a tout cet effet-là que
D'après moi, il n'y a aucun lien avec la nouvelle trilogie, mais c'est ce que ça laisse sous-entendre. Puis je pense que, tu sais, il va falloir qu'il y ait un genre d'histoire qui va conclure les Grisks. Puis ça, je suis sûr que cette histoire-là va arriver après la nouvelle trilogie, parce que j'ai l'impression que, tu sais, ça implique le premier ordre puis tout ça. Donc ça risque d'être super intéressant quand il va arriver à ce moment-là. Sinon, pour le moment, c'est comme, oui, c'est une menace, c'est une grosse menace, pas vraiment, comparativement à d'autres. Mais bon, ça, c'est juste la perception que j'avais d'eux. Ce que j'ai... OK, le point un peu négatif pour moi, et ça revient encore à ce qu'on a déjà discuté, on n'a pas... On pensait peut-être avoir ce genre de conclusion, ou au moins d'avoir un indice sur qu'est-ce qui est arrivé à Tron quand il est disparu avec Ezra à la fin de la saison 4 de Rebels, qui ont été pris en hyperespace. Aucun indice de ça. On sait juste, il y a mention de Ezra, mais il y a pas rien relié, parce que juste l'histoire se déroule comme tu disais, là, comme plus au début de la saison 4 qu'à la fin. Mais bon, ça aurait été le fun d'avoir comme un genre d'épilogue, parce que l'épilogue qu'il y a, c'est plus du point de vue de l'empereur que Tron qui pourrait laisser sous-entendre. Donc, comme tu disais, je sais que Zan, il avait mentionné qu'il y a une idée pour un autre livre. Il peut-tu vraiment jouer avec le futur de Tron, ou il doit absolument attendre ou avoir l'approbation de Dave Filoni? Parce que, tu sais, Tron, il va... c'est ça, c'est plus le futur de Ezra qui pose problème que celui de Tron, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est quoi qui va arriver? Ça va être comme genre... Hera va trouver Tron, puis Ezra, puis l'ensemble, ils vont combattre les Grisks. Tu sais, ça va être ça comme qui va arriver, tu sais, une histoire qui se déroule... genre dans 20 ans, quelque chose comme ça, tu sais, 20 ans plus tard ou... Ouais, ouais, effectivement, il y a, à la fin de Rebels, c'était Ahsoka et Sabine qui partaient à la recherche d'Ezra, là, mais... ouais, c'est ça. Ahsoka, mais ça se pourrait... ça pourrait se passer avant, ça pourrait aussi se passer la minute d'après, là, tu sais, où est-ce qu'ils se ramassent, là, parce qu'ils disparaissent en hyperespace. Désolé pour ceux là, qu'on spoil qui avaient pas écouté Rebels. Mais c'est ça pourrait être tout de suite après, pendant que on sait que dans le reste de la galaxie, il y a la guerre civile, etc. Fait que, non, ça reste à voir, mais je pense que tout est une question de est-ce que Dave Filoni a d'autres projets pour Ezra ou non. Ça s'arrête vraiment à ça. Sinon, un point négatif, comme tu disais, c'est les voix un peu dans l'audiobook. T'as mentionné l'amiral Savi qui sonne comme Sean Connery. Écoute, il y a aussi un Death Trooper qui sonne comme Batman. Donc, si vous avez vu la trilogie de Dark Knight, écoute, c'est Batman tout craché. Là. Ouais. Donc, je sais que Mark Thompson, habituellement, son travail est excellent dans les autres livres qu'il fait. Je sais pas pourquoi, ça a peut-être été un peu plus difficile que ce qui a été fait avant. Sinon, ça reste un excellent livre, fort conseillé. Pour moi, jusqu'à présent, c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année. Donc, je lui donne un gros 18 sur 20. Très bon livre. On sent qu'il y a une conclusion, mais où il y a aussi quelque chose qui se prépare, qui va se dérouler après. Et on veut savoir ce qui va se dérouler après, parce que la façon que ça finit, surtout du point de vue de Palpatine, tu veux vraiment voir ce qui arrive entre les deux, si ça arrive. Donc, excellent livre que je conseille à tous et à tous. Donc, tu vois, c'est rare, mais on est tous les deux d'accord. On a tous les deux le même score sur un livre. Ouais, effectivement, c'est pas comme Alphabet Squadron il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça, ou Master and Apprentice. Donc, c'est notre section non-spoilers qui se termine. Donc, on vous avertit, nous allons discuter de quelques points que nous avons juste pris en note, que nous voulons discuter. Donc, on s'en va dans le territoire spoilers. Donc, vous êtes avertis. Et nous allons débuter maintenant. Alors, Francis, je sais pas si toi, tu as une petite liste de points que tu voulais aborder.
Ouais, effectivement, des choses qu'on voulait pas trop mentionner là, dans la section non-spoilers. Okay. En premier lieu, j'avais le temps fait par Ellie chez les Chiss. Là, il a l'air à trouver ça plutôt pénible. L'amiral Aralani qui a l'air de le détester, au moins en apparence. Donc, la mission qui lui est confiée, là, dans une mission d'analyse, il considère que c'est une perte de temps. Ou en tout cas, il pense que c'est une perte de temps. Mm-hmm. Il est vraiment dans le doute. Il doute qu'un jour, il sera vraiment accepté chez les Chiss, qu'il va pouvoir avoir un commandement, etc. En même temps, bon, ben, il met ça en perspective, vu que c'est tout à fait son personnage. Il se rappelle que Tron, il en a chié solide lui aussi là, pendant des années là, pour gravir les échelons dans l'Empire. J'ai cru, au début, je sais pas pour toi Jeff, j'ai cru qu'on s'en allait vers une romance dans un livre sur Tron entre Ellie Vanto et une navigatrice Chiss. Oui. Mais finalement, ben, c'est pas plus développé que ça, là, pas plus qu'une attirance avec amitié, là, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas plus que ça. On verra si dans un autre livre, Ellie Vanto est rendu avec des enfants là, bleus avec des yeux rouges. Pour Ellie Vanto aussi, je m'étais noté les retrouvailles avec Tron sont très froides et décevantes pour lui. Ouais, il est comme c'est vrai. Il est stupéfait, tu sais, pourtant je sais pas, il a dû beaucoup s'ennuyer parce qu'il le connaît bien là, tu sais, je veux dire Tron agit tout à fait normalement, mais c'est ça, il est vraiment là frustré de pas avoir un Hey Ellie, comment ça a été Ça fait longtemps qu'on s'est vu, ouais, c'est ça. Une accolade, allez, viens. Non, Tron reste froid comme il est toujours. Là. C'est ça. Finalement, à la fin, on a l'amiral Aralani qui lui exprime son plus grand respect. Donc, on est encore sur Ellie Vanto, là. Elle lui explique que le but de sa mission d'analyste, là, c'est pour mieux comprendre et pouvoir cibler tout ça, le don des navigateurs Chiss, donc les fameux Skywalkers dont il a été question dans le deuxième, dans Tron Alliance. Et pouvoir augmenter leur recrutement, donc vu que c'est une ressource quand même très primordiale là, pour les Chiss. Puis, à la toute fin, là on est dans le vrai spoilers, il lui apprend sa promotion de commandant. Oui. Donc, ce que tu mentionnais tantôt, le destin d'Ellie qui change, et lui qui pensait qu'il finalement il serait jamais accepté, ben là il va avoir son propre commandement là, dans l'ascendance Chiss. Fait que c'est ça, j'ai quand même bien aimé tout le développement d'Ellie dans celle-là. C'est sûr qu'il fallait que ça soit quand même différent de... Tu sais, dans le premier, Ellie est vraiment dans l'ombre de Tron tout le long, là. Fait que là, il a comme sa propre petite aventure à lui, on va dire. Fait que, mais c'est ça, bien apprécié, je trouve qu'on... Ouais, puis c'est un... Ouais, vas-y. Non, j'allais juste dire, c'est un Ellie plus confiant aussi qu'on rencontre dans le troisième livre. Ouais, effectivement. Qui est plus, même à certains moments, il agit un peu comme Tron, hein, il calcule, il est froid, donc ça, je trouvais ça super cool. Puis tu sais, comme tu disais, son analyse qu'il fait, on n'est pas trop sûr si ça mène à quelque chose, comme lui, hein, il se questionne tout le temps, puis là, quand il trouve vraiment c'est quoi qu'il fait, c'était quoi le but de l'analyse qu'il a faite, c'est comme, ok, man, ça a du sens, puis ça connecte, puis tout. C'est dans la catégorie très essentielle, là. C'est très importante, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Puis j'ai bien aimé, comme tu dis, qu'il ait son propre commandement, parce que, écoute, depuis le premier livre, là, il y a du monde qui dit, à cause que tu suis Tron, tu seras jamais pas mieux, t'aurais déjà ton propre commandement, là, si ça serait pas de Tron, puis tout ça. C'est Tron qui te retient, qui t'empêche de monter, là. Fait que c'était juste, c'était une belle fin pour... Eli qui a son propre commandant avec les Chiss. Donc, ça, c'était cool. Ouais. Ben, j'ai trouvé que, tu sais, oui, t'as raison, on voit qu'il a évolué, qu'il a maturé, etc. Mais on retrouve exactement le Ellie Vanto qu'on a quitté dans le premier. Donc, ça, j'ai bien apprécié qu'on ait, tu sais, pas l'impression que le personnage a tant est vraiment mal présenté, tu sais. Ça reste un bébé aussi de Timothy Zahn, là. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'est la suite directe là, du Ellie qu'on a eu dans le premier. Ouais. Sur un autre thème, tu l'as mentionné, le Death Trooper là, avec la voix de Batman, mais ce que j'ai aimé par rapport au Death Trooper présent dans le livre, c'est l'explication de pourquoi il y a des Death Troopers aux côtés de Tron dans la série Rebels. Donc, à l'époque, quand la série est parue,
On s'est dit, bon, c'est pour faire cool, là, tu sais, puis pour faire tie-in avec le film Rogue One. Parce que là, il était très d'actualité, très à la mode, les Death Troopers. Donc, ben là, tu sais, on cherchait le lien. Pourquoi Krennic a ces soldats d'élite-là avec lui? Pourquoi Thrawn en a lui aussi? Alors que, je sais pas, Tarkin en a pas, mettons. Ou Vader, tu sais. Fait que finalement, c'est ça, c'est expliqué que c'est une unité d'élite de protection rapprochée. Et non, mettons, un commando de l'armée là, d'intervention à la Delta Force ou peu importe. Là. Ou la 501st, là. Ouais, ben c'est ça, effectivement. Là, c'est vraiment de l'élite protection rapprochée, un peu comme les services secrets américains, par exemple, là, avec le président puis l'exécutif. Donc, c'est ça. J'ai trouvé que ça faisait quand même un peu plus de sens là, que ben c'est une unité d'élite, mais on les avait jamais vus jusque-là, puis ils sont presque jamais présents. Fait que j'ai noté aussi, j'ai trouvé ça intéressant le fait qu'ils sont craints même par le reste du personnel de l'Empire. Le personnel de l'Empire les considère comme des fanatiques, des maniaques, là, puis ils veulent pas avoir à les croiser. Puis, c'est ça. J'ai trouvé ça quand même intéressant de ce côté-là. Sur un autre personnage, Ronan, on va mentionner aussi là, lui ce qui arrive avec lui, c'est que Thrawn le piège, si on peut dire, à la fin. Donc Ronan se trouve quand même être plus ou moins un adversaire de Thrawn tout le long du roman, ou en tout cas, si c'est pas adversaire, c'est pas loin. Mais c'est ça, j'ai trouvé le piège de Thrawn assez moyen. Pour résumer, pour le forcer à rejoindre l'ascendance Chiss comme Elivanto à la fin du premier livre. Puis tu sais, dans le fond, il faut mentionner que Ronan a méprisé depuis le début Elivanto en le traitant de traître à toutes les 2 minutes, même s'il se fait préciser par Thrawn que en fait l'empereur était au courant, puis que c'est pas une trahison, il a pas déserté. Bon ben, Ronan, il est pas capable de s'empêcher de le traiter de traître pendant tout le livre. Au point où ça me est vraiment agaçant, puis tu te dis, parce que qu'est-ce que tu comprends pas, là? C'était ça sa mission. Mais c'est ça, Thrawn suggère à la toute fin du livre, qu'à partir de maintenant, pour assurer la sécurité du projet Nébuleuse, du projet Stardust, ce soit Vader en personne qui soit responsable de la sécurité du projet. Et Tarkin trouve que c'est pas une mauvaise idée, et Krennic a pas le choix de fermer sa gueule et d'accepter, vu que c'est Vader. Hein. Mais c'est ça, plus tard, Thrawn fait allumer à Ronan, qui avait pas encore catché, que contrairement à Krennic puis Tarkin, avec Vader, il pourra pas cacher son mépris là, vraiment viscéral qu'il a pour l'empereur. C'est ça, Ronan méprise l'empereur au plus haut point, et Thrawn a déduit ça là, au fil du temps passé avec. Et c'est ça, Ronan peut bien cacher ça à du monde normal, mais avec Vader, ça va pas être possible. Donc, il souligne que tôt ou tard, Vader va le tuer, va le liquider là, à cause de ça. Et sur le coup, ça a l'air d'être une espèce de vengeance de la part de Thrawn. Tu te dis, c'est quoi le but d'envoyer Ronan chez les Chiss? Plus tard, lorsqu'il en parle avec l'amiral Chiss là, à Ralani, elle lui mentionne, là, c'est ça que c'est une mauvaise idée, qu'il va nécessairement trahir les Chiss un jour. Thrawn lui répond, là, ça prend l'espace d'une phrase, là, fait que c'est facile de passer à côté, mais il lui répond que l'avantage d'inviter volontairement un traître chez soi, c'est qu'on peut le manipuler, on peut lui filer des infos qu'on veut qu'il ait, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la collaboration d'Elivanto là, qui y va volontairement, tu sais. Là, c'est vraiment là, une manipulation de A à Z. Fait que pour essayer d'en découvrir plus sur les Grysk, dans le fond, c'est ce qu'il lui dit. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, quand je disais un piège un peu moyen, moi je pensais pas que Ronan allait accepter, là. Je pensais qu'il allait se dire je vais prendre ma chance avec Vader, mais finalement il accepte puis il va avec les Chiss. Puis il a toujours sa cape. Oui, il y a toujours, c'est ça. Oui, il y a une cape blanche comme Krennic et un uniforme blanc, mais la cape est moins longue. Ouais. Ça, j'ai trouvé le petit détail, là, tu sais, que faut que tu ressembles à ton boss, mais tu sais, faut pas que tu aies l'air au même niveau que lui, fait que ta cape est juste à moitié de la longueur de l'autre. En tout cas. Sinon, pour rester sur ce bout-là là, de la fin du livre, on a l'amiral Ralani qui prévient Thrawn que s'il revient pas à l'ascendance Chiss bientôt, il risque de plus n'avoir du tout là, d'ascendance Chiss, tellement que c'est le chaos apparemment, là, le chaos social.
Et enfin, elle prévient qu'un jour, à force de trop penser puis de trop planifier, ben son plan va y péter d'en face. J'ai trouvé que c'était une référence directe à la fin de Rebels. C'était tu sais que c'est pas mal ça qui lui arrive là. Dans le positif, je m'étais noté la collaboration Empire-Chiss vraiment intéressante. Donc une bataille interarmée, on a des vaisseaux Chiss, des vaisseaux de l'Empire, même des chasseurs de l'Empire à l'intérieur du vaisseau Capital Chiss. Donc une vraie collaboration là, d'alliés, si on peut dire, là, contre la flotte, ou en tout cas la flottille Grisque. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et à l'inverse, la bataille intra-Empire, celle-là, je l'ai trouvé pénible. Dans le fond, c'est entre le Chimera et la flotte de l'amiral Savit, le Fire Drake là, et la 3e flotte. Parce que, bref, c'est ça, c'était lui le traître, si on peut dire, de l'histoire. Et c'est ça, la particularité, c'est que Thrawn, pendant cette bataille-là, il est pas à bord de son vaisseau, le Chimera, mais il est à bord du Fire Drake avec Savit, parce qu'il était venu le confronter puis lui offrir de se rendre. Tu sais, c'est vraiment comme quand tu joues à Clou, là, puis tu sais que t'accuses Scarlett là, avec le chandelier dans la salle de billard. Et là, c'est ça, il est tout le long de la bataille, il est sur le pont avec Savit, là, qui arrête pas... je précise, c'est Sean Connery, là, donc qui arrête pas d'y crier après. Mais c'est ça, finalement, il avait tellement étudié l'amiral à l'avance, là, notamment avec la musique que celui-ci compose, qui avait anticipé tous ses coups d'avance et il avait donné ses instructions à Pharaoh, qui, elle, est à bord du Chimera et a réussi à contrer là, tous les coups en faisant aucune victime de pilotes impériaux, par exemple, etc. Juste du dommage matériel. Il y a juste à la fin là, que Pharaoh elle improvise un petit peu là, pour adapter la tactique de Thrawn. Mais c'est ça, encore une fois, Thrawn a tellement tout calculé d'avance, tout vu venir, là, qu'il est capable de livrer une bataille sans même être présent. Pour rester sur Pharaoh, très présente cette fois-ci, hein, très très présente dans ce livre-là. Elle doute beaucoup d'elle-même, elle doute de l'appréciation de Thrawn. Il y a sa promotion qui était déjà annoncée dans le 2e livre dans Alliance, à la tête d'un task force, là, qu'on pourrait traduire par une brigade d'intervention. Donc sa promotion se matérialise pas, elle comprend pas pourquoi. À un moment donné du livre, c'est Ronan qui lui apprend que c'est Thrawn qui a bloqué cette promotion-là. Et bon, elle se force à croire que c'est pas vrai, que c'est un mensonge de Ronan pour lui manipuler. À la fin, Thrawn lui apprend que finalement c'était vrai, qu'il a effectivement bloqué cette promotion-là parce que le poste en question serait une perte de ses talents. Et qu'à la place, il a poussé, ça lui a pris un petit peu plus de temps, mais il a poussé puis il lui a obtenu une promotion d'amiral de la 11e flotte. Donc ça, effectivement, tu parlais tantôt là, le destin de Elivanto puis le destin de Pharaoh. Ça, j'ai trouvé ça bien le fun. On a encore un Thrawn qui fait grandir les personnages autour de lui. Qui les fait évoluer au niveau personnel puis au niveau carrière. Pareil comme avec Elivanto. Donc c'est ça, il rend le monde autour de lui plus efficace. Puis c'est ce qu'un bon boss devrait faire. Exactement, c'est ça. Puis moi, ça m'a rappelé la réplique dans le 2e, parce que bon, je viens juste de lire le 2e en français. Là. Mais la réplique du chef de la Légion de Vader là, qui dit si tout le monde dans l'Empire agissait comme Thrawn, ou tout le monde dans la marine, là, ça irait beaucoup mieux là, si seulement ça pouvait être de même partout. Fait que, parce qu'on sait qu'ailleurs, entre autres avec Vader, t'as pas le droit à l'erreur. Là. Non, puis tu le vois que l'empereur aussi, il aime ça, c'est qu'il y ait des conflits entre ses amiraux puis tout ça, là, il aime ça, il laisse faire. Pour lui, c'est comme un divertissement. Ouais, c'est ça. Plus que de conflit, mieux que c'est. Là. Ben, ça fait partie des choses que Ronan méprise, là, entre autres. Là, l'aspect inefficace, parce que Ronan est un obsédé de l'efficacité et de l'efficience. Là. C'est ça sa job dans le projet de l'Étoile de la Mort. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Il trouve l'empereur particulièrement inefficace. Fait que j'en arrive à l'épilogue. Tu l'as mentionné un petit peu tantôt. Oui. Le face-à-face Thrawn-Palpatine. Donc, ce qui est très intéressant cette fois-ci, c'est qu'on se retrouve dans la tête de l'empereur. Donc, on comprend son raisonnement face à Thrawn. Dans le fond, il remet en doute sa loyauté.
mais il reconnaît ses grands talents, assez évident. Donc, il préfère de loin l'avoir de son côté que comme ennemi éventuel, tu sais, que ce soit comme Chiss ou comme rebelle. Puis, il y avait un petit retour aussi sur le volume 2, là, sur la menace Grisk. Thrawn continue de marteler que c'est une grande menace, là, etc. Et apparemment, Vader, dans son rapport de Thrawn Alliance, lui disait que, bon, oui, c'est effectivement une vraie menace, mais très lointaine et pas tant prioritaire. Donc, j'ai trouvé ça le fun, le petit retour là, au deuxième. C'est peut-être parce que je venais juste de le lire. J'ai remarqué, t'as sûrement remarqué aussi l'ambition toujours aussi mégalomane de Palpatine, là, qui se dit, qui se liche les babines là, pour une éventuelle alliance Empire-Chiss, mais avec lui à la tête de l'alliance. Là. Ah ouais. c'est comme... tu connais même pas le territoire ennemi, tu connais même pas ses ressources, tout ça, mais tu rêves déjà de diriger tout ça. C'est ça. Tu sais, dans le fond, la trahison, tu sais, c'est comme si Palpatine le dit, tu sais, il dit c'est soit que Thrawn va l'aider, puis là, il va trahir l'ascendance Chiss, ou il va justement s'associer au Chiss, puis il va trahir l'Empire. Moi, ce que j'aime, c'est que Palpatine, il dit, une fois que tu vas terminer ton travail sur l'Otal, il dit, toi puis moi, on va avoir une grande, une longue conversation. Ouais, c'est ça, ça s'annonce, là. C'est pas prendre une bière avec des chums, là. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a une menace, là. C'est ça, puis quand tu y penses de même, là, tu sais, je me disais, j'ai lu ça, puis là, je me disais, sais-tu quoi, peut-être que, qu'est-ce que Ezra, il a fait, de le faire disparaître en hyperespace, ça y a peut-être sauvé la vie. Ben c'est ça, moi je me dis si Zan a pris la peine de mettre ça, je me dis, en tout cas si il pond son autre histoire avec Ezra, là, je suis sûr qu'on va repenser à cette ligne-là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, t'as mentionné c'est ça, il lui donne dans le fond la mission de retourner régler le cas des rebelles et surtout prioritairement, Palpatine a l'air de se foutre un peu beaucoup là, de la situation de l'Otal. Mais dans le fond, ce qu'il veut, c'est qu'il capture puis qu'il lui ramène Ezra Bridger. Ouais. On a vu son intérêt pour le monde entre les mondes à la fin là, de la série Rebelle. Et c'est ça, j'ai trouvé que ça venait expliquer un peu la stratégie que j'avais trouvé bizarre dans la série télé où est-ce que Thrawn décide tout bonnement de commencer à bombarder des civils. J'ai trouvé que c'était tellement bizarre de la part de ce personnage-là, comme si de rien n'était, on bombarde la ville, on va raser la ville au complet. Mais c'est ça, il avait reçu l'ordre, coûte que coûte, de capturer Ezra. Puis effectivement, dans cet épisode-là, Thrawn, c'est comme ça qu'il force Ezra à se rendre à lui, puis à venir sur le Chimera, dans le fond en commençant à bombarder la ville. Donc c'est ça, j'ai trouvé que le fait que c'était un ordre direct de l'empereur, là, tu sais, puis l'importance dans cette conversation-là, c'est ça, j'ai trouvé que ça venait mieux conclure un peu cet aspect-là là, de la série télé. Puis c'est ça, comme tu dis, après Palpatine le menace directement. Ouais. Mais c'est ça, comme tu disais, je trouvais que ça faisait une ouverture intéressante pour la suite Thrawn Ezra là, que Zan a en tête. Donc c'est ça, qui sait si on va l'avoir un jour là, mais, parce que tu sais, comme on a Palpatine qui dit ça à Thrawn, puis on sait exactement ce qui va arriver, on s'en doute fortement, mais de notre côté tu dois dire, Thrawn il doit être préparé à ça lui avec, lui qui planifie tous ses coups d'avance là, il doit être préparé à ce que Palpatine décide de vouloir l'éliminer là. Ouais, c'est sûr que c'est le genre à avoir un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Fait que c'est quoi, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir c'est quoi le plan B qu'il y a. On le saura peut-être jamais là, à cause de ce qui est arrivé dans Rebels. Mais c'était quoi son plan B? Puis ça, on l'a pas cette perspective-là dans cette histoire-là. Fait que peut-être que on va l'avoir plus tard. C'est certain, comme tu mentionnais, ça aurait pu être un épilogue post-série Rebelle ou avec en tout cas plus d'indices, mais c'est ça. Moi j'ai l'impression que Dave Filoni a mis un cadenas là, pour l'instant sur Ezra. Ouais. Fait que c'est plate, mais c'est comme ça. Et puis dernière chose, c'est ça, on parlait de marketing tantôt, avec la discussion avec Palpatine à la fin, puis tout ce qui arrive dans le roman,
ce qui est vraiment reproché en termes de trahison à Tron, c'est le fait d'avoir collaboré à fond avec les Chiss. Donc, en ayant des hauts dirigeants Chiss à bord du Chimera sur le pont, tu sais, en pleine bataille et vice-versa. Mais tu sais, au-delà de ça, c'est ça. J'ai pas trouvé que Tron pouvait vraiment être accusé de trahison, en tout cas du point de vue de l'empereur. Non, mais parce que l'empereur, en plus, il tolère, hein. Ouais, Comme tu disais, de toute façon, c'est dans son intérêt. Fait que... Ouais, c'est ça. Jusqu'à un certain point, il tolère justement cette loyauté qui est divisée. Mais, tu sais, comme je te dis, par exemple, à l'épilogue, là, il y a vraiment le côté menaçant, là. C'est comme, je tolère ce que tu fais, mais là, il va falloir que tu fasses un choix. Ouais, ou en tout cas, que tu m'expliques c'est quoi que tu sais, qu'est-ce qui s'en vient, etc. La longue conversation, c'est ça aussi, là. Tu sais, là, je t'ai écœuré de te faire confiance, là. Je veux que ce soit carte sur table, là. C'est moi le boss, pas toi, là, on va parler. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si t'avais d'autres points spoilers, là, que t'avais noté. Moi, j'avais quelques petites choses. Donc, ce que j'ai trouvé bien au début, c'est la manipulation de Tarkin envers Krennic puis envers Tron. C'est comme tu disais, t'as mentionné, puis on le voit dans la saison 4 de Rebels, c'est Tarkin invite Tron à venir le rencontrer avec Krennic puis l'empereur et tout, pour justement qu'il puisse débattre ou au moins vendre son projet TIE Defender. Mais tout ça, tu sais, puis là, c'est la même affaire. Krennic, lui, qui veut défendre son projet Stardust, qui est l'étoile de la mort, puis que là, il y a ce débat-là, mais tu sais, c'est Tarkin, dans le fond, qui est mort de rire, parce que à la fin, Tron, il a pas eu son financement pour le TIE Defender. Krennic est en train de perdre le contrôle de Stardust, puis c'est Tarkin, lui, qui il s'approche de plus en plus de prendre le contrôle de l'étoile de la mort, là. Fait que, tout a marché à son avantage à lui. Hein. Ouais, puis tu sais, moi ça m'a rappelé ça fait un certain temps que je l'ai lu quand même, mais le Tarkin du premier Trump. Parce que Tarkin était présent aussi dans le premier. Et il manipulait un petit peu tout ça, là, plus dans les chapitres sur Aaron the Price. Mais c'est ça, on a un Tarkin qui joue une game là, à fond. On avait ça aussi un petit peu, si je me souviens bien, dans Catalyseur. Donc Catalyst en anglais. Ouais. Donc c'était beaucoup là, la rivalité puis le jeu de pouvoir entre Krennic puis Tarkin. Je me souviens même que Krennic, comme si on peut dire, déclenchait une rébellion là, sur une planète juste pour piéger Tarkin là, dans une bataille. Mais bref, c'est ça. Ça, moi aussi, j'ai adoré leur dynamique. Puis cette fois-ci, comme tu dis, on a un Tarkin là, parfaitement en contrôle. Ouais. de la situation. Tu sais, on le mentionne depuis le début, tu sais, Tron qui est capable de tout prévoir, genre 5 coups d'avance, puis il y a tout le temps un plan B, puis tu sais, il est comme ce genre de génie. Mais côté politique, il est un gros zéro, là. Il y a vraiment, il y a aucun talent politique, puis il se fait avoir à chaque fois. Tu sais, il s'est fait avoir dans le premier livre, dans le deuxième livre, il y avait moins de côté politique dedans, là. Mais même celui-là aussi, au début, tu sais, il réussit à se faire manipuler, justement, aller... parce que, dans le fond, tu sais, ce qu'il doit faire au début, c'est que c'est un genre de... des créatures qui sont en train d'attaquer les cargos qui aident à la fabrication de Stardust, qui sont comme des genres de Mynock, mais un peu plus gros. Donc, tu sais, c'est comme aller... tu sais, t'es comme un exterminateur de vermine. Tu sais, c'est vraiment ça. Non, mais c'est ça. Tu sais, c'est des cris de main. Écoute, on a besoin de toi. Va exterminer les vermines. Puis là, Krennic, il dit, si tu le fais, tu vas avoir ton argent pour TIE Defender. Si t'échoues, ben, t'as plus d'argent. Puis moi, tu sais, tout va à Stardust, là. Ouais, ben, dans le fond, c'est ça. C'est que Krennic, il y a déjà un autre, son nom m'échappe, là, mais quelqu'un d'autre sur la mission de trouver le problème, pourquoi ils se font attaquer non-stop, puis tout ça. Et fait que là, Tarkin saisit la balle au bon en disant ben, on pourrait faire un marché, tu sais, comme quasiment une compétition, mais si Tron trouve la solution en peu de temps, tu sais, est-ce que d'un côté, il pourrait garder son financement, parce que de l'autre côté, ça vous réglerait votre problème de bestiole. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment Tarkin dans son élément de manipulateur professionnel.
je trouve ça cool parce que quand il passe, là, c'est comme, ok. Fait que là, tu sais, Tron, il a perdu son financement. Tout le financement était dans l'étoile de la mort. Puis on a vu comment que c'était un flop monumental. Hein? Mm-hmm. Fait que, tu sais, si le financement avait été sur le TIE Defender en place, est-ce que l'Empire aurait gagné la guerre contre les rebelles? Ouais, ben moi, cet aspect-là, à la fin, quand on apprend qu'il perd son financement, je me suis dit, bah, c'est une semi-déception dans la mesure où là, le fait qu'on connaisse la série Rebels gâche une petite affaire, cette déception-là. Parce que dans la série, Price, pour tuer Kanan absolument, là, donc elle fait tout sauter, là, elle fait tirer des AT-AT là, directement sur les réservoirs de carburant, fait que ça éclate en tout cas ça éclate pas pire. Et Tron, dans le fond, quand il revient, bon ben c'est quasiment de repartir à zéro. Là. Ouais, c'est ça, comme l'usine de fabrication de TIE Defender complètement détruite. Mais c'est sûr que ça, c'est le beau jeu facile que Zan a en mettant Tron à cette époque-là. C'est que, comme lecteur, comme fan de Star Wars, on le sait que le projet de l'Étoile de la Mort va avoir le destin qu'il va avoir. Donc, on le sait que l'initiative Tarkin versus la philosophie de Tron, l'initiative Tarkin, c'est une super arme pour faire peur. Alors que la philosophie de Tron, c'est une présence de masse là, et ultra efficace partout. Donc, nous, tu sais, c'est ça, on a le point de vue facile, on le sait que c'est lui qui a raison. Mais bon, c'est ça, tu sais, là, l'Étoile de la Mort est en chantier depuis 30 ans à ce moment-là, quasiment, là, fait que c'est vrai ça commence à être temps que ça aboutisse. Ouais. L'autre chose que j'avais noté, oui, les Grisks. Donc, une chose, puis écoute, j'ai essayé de retrouver c'est où je l'avais vu, là, mais ça laisse sous-entendre à un moment donné que les Grisks, c'est eux autres qui ont influencé la création de la rébellion. Ouais, ben ça, il y avait la référence aussi pour ce qui est au volume 2, leur manipulation, si on peut dire, sur la guerre civile, la guerre des clones. Ouais. Et là, maintenant, qu'ils faisaient la même chose avec la rébellion, et la même chose du côté des Chiss, qui semaient le chaos là, un peu de la même façon. Puis, mais c'est pas tant développé, par contre. Non, c'est ça. C'est ça, c'est pas dit noir sur blanc. Ouais, c'est ça. Non, j'ai trouvé intéressant, puis tu sais, dans le fond, c'est une logique, c'est divisé pour régner, là. Il y a rien de plus basique là, dans le monde militaire. Mais par contre, c'est sûr que nous, on connaît l'histoire de la rébellion, quelle influence les Grisks qu'on peut avoir là-dedans. Ça, j'ai plus ou moins compris, là, mais bon, peut-être dans un futur volume. Ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire que j'avais noté sur les Grisks, c'est comme j'avais mentionné plus tôt, tu sais, je trouvais que, tu sais, parce qu'ils sont beaucoup comparés aux Yuuzhan Vong, puis ils ont pas la même style menaçant, quoi que ce soit, mais bon, il y a c'est quelques mois entre Alliance et Treason. Puis les Grisks qui ont réussi à s'infiltrer dans le centre de l'Empire, dans le centre du territoire de l'Empire, en seulement quelques mois. Même si on sait que tout ce qui est comme la grosse armée Grisks, que tout ça est encore dans les régions inconnues, ils ont réussi quand même à se mettre dans le territoire de l'Empire et quand même, comme tu dis, ils foutent le bordel partout. Hein? C'est de la manipulation. Ils sont très agressifs. Hein? Eux autres, c'est comme ils font du lavage de cerveau à un certain point, même que le monde se suicide. Ouais, c'est ça, on l'a pas mentionné, mais effectivement, là, il manipule un peu comme quelqu'un le ferait avec la force. Là. La personne, si j'ai bien compris, la personne est consciente qu'elle est manipulée. Elle sait qu'il faudrait pas qu'elle fasse ça, mais c'est ça. Elle peut pas s'empêcher de le faire, un truc comme ça. Un genre d'hypnose XXL, là, mais c'est pour ça que je disais tantôt, la menace Grisks, faut comme l'interpréter plus que la constater. On n'a pas... Là, c'est de l'infiltration. On n'a pas une grosse armée d'invasion hyper agressive. Fait que, je sais pas, moi, je vois ça comme une ouverture pour des histoires futures. On va savoir si ça va se réaliser, mais c'est ça. Moi, ça faisait partie de mes déceptions du deuxième. Donc, le fait que la fameuse menace des régions inconnues dont on entend parler depuis des années, puis dans plein d'histoires, plein de livres différents,
finalement, c'était rien que les Gris, c'était rien que ça. Ouais. Fait que c'est ça. Cette fois-ci, cette déception-là, ben, je l'avais déjà eu pour le 2, fait que je l'ai comme pas tant eu, là. J'ai trouvé qu'il poussait un peu plus loin, c'est ça, au niveau des technologies, des tactiques employées par les Gris. Cette histoire-là de manipulation du monde, bon, ben, c'est vrai que tu pourrais te retrouver avec un grand amiral ou un grand moff, etc., là, qui est sous deux contrôles, là. Fait que, mais c'est ça, ça reste comme subtil comme menace, en tout cas assez subtil pour pas stresser l'empereur plus que ça. Non, c'est ça. Puis c'est ça, c'est pour ça que je suis sûr qu'il y a comme une fin à ça, mais qui va se dérouler genre après la nouvelle trilogie de films, après la saga Skywalker. Ouais, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont débarrer une fois que le 9e film va être sorti. Là, il y a plein de choses, périodes et compagnies réservées là, qui vont pouvoir être exploitées. Ouais. Fait que non, j'ai hâte de voir comment ils vont terminer ou jusqu'à quel point les Gris vont vraiment être une menace. Donc c'est ça, c'est les points que j'avais là, à mentionner aussi. Je sais pas si t'as d'autres commentaires ou non. Moi, j'ai plus rien. Non, c'est ça. Moi, je continue, comme je disais là, dans l'autre partie, c'est vraiment un excellent roman. Je l'ai préféré au 2e. Ça a coulé tout seul, là. Écoute, je sais pas, ça va représenter quel nombre de pages, etc. J'ai pas vérifié. Mais en audio, en TK, moi, je passais au travers très facilement. Plus que le 2e. Pour plein de raisons. Là. Le 2e, entre autres, il y avait Padmé qui était très présente, là, puis que j'avais l'impression de réécouter des épisodes de la Guerre des clones que j'avais pas aimé. Mais c'est ça, cette fois-ci, des nouveaux personnages, des anciens, tout du stock que j'ai aimé. Il y a vraiment juste le petit bout là, de la bataille intra-empire, là, entre deux vaisseaux impériaux, que j'ai trouvé que ça s'étirait un petit peu, que c'était peut-être un peu trop long. Mais à part ça, écoute, moi je le conseille à tout le monde. Tu sais, quand je parlais tantôt de plus-value dans l'univers Star Wars, là on est vraiment là-dedans. Ça amène du nouveau contenu que si vous faites juste écouter les films ou regarder les séries de télé, ou tu sais, il vous manque de quoi. C'est pas juste une Xème aventure de Luke qui part à la recherche d'un artefact là, ou de comment il va devenir un Jedi, ou Han Solo qui fait une petite mission qui vire mal pour la rébellion. Là, on est vraiment, je trouve, dans de quoi qui bâtit l'univers, la galaxie. Fait que, non, c'est ça. Vraiment, là, je trouve que c'est un beau rattrapage pour Timothy Zahn avec ce 3e Tron. Ouais, puis moi, ça réanime ma foi en l'univers canon. Comme vous le savez, mon amour pour l'univers canon. Mais ce que j'aime, c'est que puis écoute, on le voit que c'est pas si difficile que ça à faire. Les nouveaux personnages sont super intéressants. Les personnages que Zahn utilise, ok, Tron on le connaît, là, mais je veux dire comme Vento, comme Aralani, excusez, comme la Commodore Faro, c'est tous des personnages qui sont super intéressants, qui sont super bien décrits, bien, tu sais, contrairement aux autres livres où t'as les héros principaux. Si je prends exemple de soit Dooku ou Master and Apprentice. Donc Master and Apprentice c'était Obi-Wan, Qui-Gon, Dooku. OK, bon, sont bien, puis tu sais Claude Ruguet, j'y enlève rien là, je l'adore là. Donc les personnages principaux sont super bien décrits, puis ils agissent comme les films, puis c'est comme wow. Mais t'arrives aux personnages secondaires puis t'es comme alright, tu sais. Écoute, parle-moi je me souviens même plus c'est quoi le nom là, de l'ancien Jedi là, qui était dans Master and Apprentice là, qui contrôlait la planète. C'est Raël. Ouais, c'est vrai, c'est Raël. Comment j'ai oublié Raël? C'est pas un bon exemple, parce qu'au Québec, on a notre Raël aussi. C'est ça. C'est Raël. Mais non, mais tu comprends. Ouais, c'est ça, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Tandis que là, eux autres, c'est comme, tu sais, Eli Vento, tu sais, on veut savoir ce qui va lui arriver, là. Puis, tu sais, Faro, moi, j'étais content, là, qu'il y ait eu au moins ce type de conclusion-là pour ces personnages-là. Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Ceux que t'aimes, il leur arrive de quoi de positif, puis ceux que t'haïs, il leur arrive de quoi de négatif. Fait que c'est sûr ouais. que ça, mais tu sais, ce que je veux dire, gratifiant. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, Timothy Zahn, il trouve une façon de faire apprécier ces personnages-là. Contrairement, je trouve, aux autres auteurs, c'est ce qui manque. Pour moi, c'est ce qui manque là, dans l'univers canon, mais bon. On va voir les prochains livres.
le meilleur exemple c'était Timothy Zahn avec le premier, Arinda Price, là, s'il y a un personnage de la série TD qui m'intéressait zéro, là, que je m'en serais passé, c'est bien elle, puis le livre vraiment la faisait apprécier, là. En tout cas, bref, non, ça t'as raison. L'originalité des personnages, tout ça, puis l'originalité de l'histoire aussi. T'sais, on n'avait pas l'impression de lire une histoire qu'on avait déjà lue 1000 fois, autant dans le canon que, je sais pas, dans la légende, mais tu sais, moi, j'ai trouvé que c'était original comme histoire. Ouais. Fait que, pis pas juste dans Star Wars en général, tu sais, fait que c'est ça, de ce côté-là, je trouve que ça mérite une mention, là, parce que, tu sais, avec tout ce qui s'est fait par le passé en légende, et en canon, ben, à quelque part, c'est sûr que des fois, ça peut tourner en rond un peu, ça peut être répétitif. Là, on a le droit du nouveau, à des surprises, tout ça, fait que faut le saluer. Ouais. Et comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est une des rares fois que moi et Francis, on est enlignés sur notre critique. C'est vrai. Donc, si on est tous les deux, on a aimé le livre, ça veut dire que vous devez le lire, c'est un excellent livre. Ouais. Bon, ben donc c'est sur ceci que nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Donc, comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires, questions ou réactions sur les sujets que nous venons de discuter, ben contactez-nous à notre adresse studio@starwars.com ou laissez-nous votre message sur nos réseaux sociaux. Hein. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, notre chaîne YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Un petit rappel de joindre notre communauté de fans et d'auditeurs sur Discord, où nous avons nos enregistrements live comme ce soir. Et vous pouvez toujours montrer vos couleurs de Star Wars en direct si vous allez à notre boutique à starwars.direct section boutique. Prochaines émissions. Je sais qu'il va y avoir un épisode sur la série Résistance. On en a parlé la semaine dernière, donc pour parler des derniers épisodes de la première saison, car la deuxième saison débute au mois de septembre, je crois. Je sais qu'il y a un épisode de Collector aussi qui s'en vient. Ah, bon, ben voilà, un épisode de Collector. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeart, Radio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. Et on remercie une dernière fois nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Clan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Donc, de la part de Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.